Salut à tous et bienvenue dans une intro un petit peu particulière du podcast. On est 6 heures avant la diffusion de l'épisode, d'un épisode qu'on a enregistré il y a une semaine avec Romain et avec PA. Et une annonce a été faite, le trade entre les Dolphins et les Steelers. Donc je réaccueille Romain, que vous allez voir ensuite pour le reste de l'épisode. Je réaccueille Romain pour qu'on puisse parler de ce trade. Salut Romain, comment tu vas? Ça va? Salut à toi. Bah écoute, ouais, soirée un petit peu intéressante qui nous oblige à reparler un petit peu des Steelers. Écoute, tant mieux pour moi, un peu plus de temps à parler de mon équipe. Mais ça va être intéressant de voir aussi ce que tu en penses toi en tant que fan des Dolphins. C'est ça, parce que pour ceux qui ne sont pas en format vidéo, on a affiché à l'écran le trade qui a eu lieu dans la soirée de lundi 30. Les Steelers, les Steelers ont récupéré d'abord Jalen Ramsey. On ne savait pas trop la contrepartie. Ensuite, on entend que c'est Minka Fitzpatrick, le safety, qui retourne aux Dolphins, qui l'avait tradé il y a quelques années déjà. Euh, Ensuite, on dit, ah bah il y a un tour en plus, un cinquième, ah bah il y a Jonnu Smith en plus. Donc le total, c'est Jalen Ramsey, Jonnu Smith, c'est un septième tour de 2027 envoyé aux Steelers et les Dolphins récupèrent le safety Minka Fitzpatrick et un cinquième tour de 2027 parce qu'il fallait pas non plus mettre des tours tout de suite. Autant aller jusque 2027. Ça, on dirait les trades un peu sur Madden où il faut rajouter pour que ça s'équilibre nickel et c'est vraiment Après, la tu sais, sensation. j'avais pas remarqué jusqu'à maintenant que c'était 2027. J'étais parti du principe que c'était 2026. Mais non, mais ça, quelque part, ça se tient dans la stratégie des Steelers d'accumuler des pics pour la saison prochaine. Ça se C'est tient. vrai. Après, c'est vraiment pas les drafts, les choix de draft qui sont le plus intéressants dans ce trade. Totalement, totalement. Du coup, on a deux joueurs vous que vous récupérez. On avait parlé un peu, il me semble, pendant l'épisode que bah, avec Aaron Rodgers, c'était un peu, on partait sur une fenêtre assez réduite. Et si on l'avait pas dit, en tout cas, nous c'est ce qu'on pense. Quand tu Oui. vois que tu Maintenant, récupères un, ouais, maintenant, c'est confirmé. Hein, depuis qu'on a enregistré, Rodgers a dit lui-même, il fait une saison et après, c'est la retraite. Donc, effectivement, c'est tout sur une saison. ouais, tout sur une saison. Et quand on voit Jalen Ramsey qui avait un très bon niveau l'année dernière, Jonnu Smith qui a vraiment fait une bonne saison aussi, je pense que vous récupérez quand même des très bons assets pour la saison à venir. Oui, en termes de valeur pure, effectivement, c'est deux bons joueurs. Il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Là où c'est peut-être un peu plus intéressant, c'est se séparer de Minka. Et puis après, quand tu regardes la construction du roster, est-ce que corner et tight end sont vraiment deux postes où il y avait des besoins pressants? Pas forcément. Est-ce qu'il y a un remplaçant tout prêt pour Minka Fitzpatrick dans le roster? Pas vraiment, même pas du tout. Et c'est là peut-être où ça nous laisse un petit peu perplexe en tant que fan des Steelers. On est très, très content de retrouver deux bons joueurs, mais en échange, tu lâches un joueur où tu n'as pas forcément de remplaçant. Poste de safety, ça fait quand même longtemps que les Steelers galèrent à avoir un bon duo. Minka était là depuis quelques années. Le poste de strong safety à côté de lui, on a un peu tourné toutes les saisons en essayant de trouver quelqu'un. On a enfin trouvé Deshaun Elliott la saison dernière qu'on a re-signé. On se dit enfin, on a un duo de safety pour plusieurs années. Et boum, Minka s'en va. Voilà. Intéressant de voir ce qui va se passer après. Ce qui est important pour moi aussi à dire, c'est qu'on a souvent tendance, et moi le premier, à voir un trade comme ça et quelque part à voir ça dans une bulle et à se dire voilà, c'est ce trade et c'est fini. La pré-saison est encore longue. Il y a encore pas mal de choses qui peuvent se passer. Il y a des safety qui sont free agent. Il y a encore possibilité de faire un trade. Donc, même si instinctivement, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'a plus de vrais safety titulaires, de free safety titulaires? Il y a le temps. Donc, on espère que le front office a un plan et qu'on n'a pas juste envoyé Minka histoire de l'envoyer quelque part et de récupérer des bons joueurs, mais qu'il y a un plan pour la succession de ce mec-là à son poste. C'est ça, quand on regarde un peu les safety free agents, il y a encore Justin Simmons qui m'étonnerait pas s'il finissait chez vous. Jordan Whitehead, Ouais, il y a aussi Quandre Diggs, Jordan Poyer. Enfin, il y a quelques joueurs quand même que tu peux récupérer et faire quelque chose avec. ouais, Mais, euh, mais après, on parlait pendant l'épisode du fait que, bah, ça vous allez l'entendre du coup juste après, mais que bah, forcément tu te sépares de George Pickens, tu as peut-être une menace en moins. Au final, tu récupères un Jonnu Smith. Est-ce qu'il vient pas là aussi pour apporter une deuxième arme ouais, c'est clair. préférentielle à Aaron Rodgers? Ouais, ouais, c'est clair. Et puis, je regardais un petit peu ce que disaient les insiders et les infos qui ressortaient. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça parle aussi de son rôle qu'il avait aux Dolphins. Et en gros, la vision des choses pour les Steelers, apparemment, c'est que Johnny Smith, il vient pour jouer tight end, mais aussi slot, receveur, et aussi, ça m'a fait rire, et aussi fullback. Bon,
Écoutez, pourquoi pas. Et puis du coup, après, j'ai regardé un petit peu les stats et j'ai trouvé qu'effectivement, en fait, même à Miami, il était très peu aligné comme un tight end en bout de ligne. Il était très souvent dans le slot, même parfois sur l'extérieur, en tant que vrai receveur. Donc voilà, est-ce que c'est effectivement notre deuxième menace à la réception? C'est possible. Ça ne devrait pas manger beaucoup de snaps à Pat Freiermuth parce qu'on sait qu'Arthur Smith adore les sets à plusieurs tight ends. Un peu plus bas dans les hiérarchies avec Darnell Washington, ça peut peut-être un peu plus euh, comment dire, lui bouffer des snaps. Mais oui, tu as complètement raison que Smith, quelque part, c'est une arme à la réception, peu importe les deux lettres que tu mets avant son nom sur le roster, que ça soit receveur ou tight end, c'est pas grave. Ouais, et l'année dernière, c'est un peu comme ça qu'il a été meilleur, hein. C'est quand on avait des blessures, il a vraiment pris le poste de tight end slash receveur, ou en tout cas d'un tight end très bon à la réception, et il a jamais lâché le poste. Ouais. Et voilà, moi je m'imaginais qu'il allait faire un début de saison chez nous et qu'on allait le trader. Au final, on le trade avant le début de la saison, ce qui est peut-être pas la pire des choses si tu veux t'en séparer quoi qu'il arrive. Et surtout, on Ouais. récupère Minka Fitzpatrick qui, pour moi, bah déjà, il y a un vrai besoin en secondary. Il y avait un besoin déjà quand on avait Jalen Ramsey. Donc, au moins, si on s'en sépare, on récupère quelque chose de bien côté Dolphins. Mais ouais, Est-ce que c'est le trade dans l'autre sens, quand les Steelers avaient récupéré Minka, est-ce qu'il était encore un petit peu en travers de la gorge à Miami? toujours. Toujours. Ah, mais tu sais que là, comment dire, ça calme un peu les choses. Parce que on avait récupéré Austin Jackson. C'était la draft où on récupère, il me semble, Tua, Austin Jackson et Noah Guino-Bene. Dans la même draft, on avait D'accord. trois premiers tours. T'en as Ouais. un qui a vrai. Oui, Enfin, quand même. t'as Tua qui a très bien marché, Austin Jackson qui marche, et Igbino Bugene, le corner, qui a pas du tout marché chez nous. Donc, ouais, tu l'avais un peu en travers de la Il était gorge au quand. premier tour, lui. Ah ouais. Ouais, il était 30e pick, il me semble, ou quelque chose comme ça, mais D'accord. très, très tard. Et tu te dis, bon, vraiment, c'est dommage, on va dire. Et Ouais. ouais, ouais, il était un peu en travers de la gorge, parce que surtout quand tu le vois jouer chez vous. Et jamais je Surtout m'étais que dit, on va le récupérer en balançant Jalen Ramsey, tu vois. C'est ah oui, inespéré. écoute, je pense que personne le voyait venir ce trade-là. C'est vrai que Minka avait fait un pick six sur son premier match, je crois, en arrivant chez nous. Ça a Ouais, dû encore plus vous faire un petit peu de mal. c'était horrible. Ouais. Et puis en plus, je crois que les Dolphins, en gros, le front office s'était un peu planté en disant bah, on va prendre l'offre des Steelers, qui n'était pas la meilleure, si je me souviens bien, en Ouais, se mais vous disant le étiez pick de naze. premier tour sera plus haut parce que Ben venait de se blesser ou je sais plus trop Exactement, quoi. c'est exactement ça. Ben venait de se blesser, vous étiez pas bon, et en fait, vous récupérez Minka Fitzpatrick et c'est votre défense qui vous carry toute la saison, Ouais, qui vous fait aller en playoff ou au moins être ouais, au milieu. C'était ouais, ouais, c'est ça. C'est la saison où on joue avec Duck Hodges comme QB. C'est bon souvenir, mais ça, c'est un nom qui dit rien à personne en dehors des Steelers. C'était une belle époque, c'était sympa. c'est ça. Donc ouais, ouais, non, au final, un trade intéressant. Vous allez avoir un duo de corner avec Joey Porter Jr. et Jalen Ramsey. Oui, est-ce que ça va être le duo de corner ou est-ce que, parce qu'on a récupéré Darius Slay, on en parlait dans l'épisode de C'est la vrai. semaine dernière, euh, c'est pour ça aussi que je dis que c'est un peu surprenant parce qu'on avait nos deux outside corners titulaires définis, quelque part, Joey Porter, Darius Slay, c'est bon, on n'a plus besoin. Quel va être le rôle de Jalen Ramsey? Alors pareil, je regardais un petit peu ce que les insiders disaient, et encore une fois, il va être très flexible au niveau des postes, il va pouvoir jouer dans le slot, il va pouvoir jouer sur l'extérieur, peut-être même qu'il pourra jouer des slots en tant que safety, des snaps en tant que safety. C'est le genre de choses qui me fait toujours un petit peu rire parce qu'effectivement, les joueurs arrivent, ils peuvent jouer à 10 postes différents, peut-être qu'ils vont s'occuper de la buvette et du play call aussi. C'est Et puis, sûr. si on est réaliste, si on est réaliste dans une saison, personne ne joue trois postes. Voilà, il faut être un petit peu honnête. Donc, on verra. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Il y avait un vrai besoin pour les Steelers, peut-être au poste de slot. Encore qu'il y a notre free agent drafté de la saison dernière, Benny Bishop, qui a montré des belles choses, même s'il est un petit peu embêté par sa taille parfois. Mais bon, on récupère un très bon joueur, c'est toujours une bonne chose. On va voir comment on va l'utiliser. Et puis, de toute façon, une saison NFL, c'est toujours pareil. Après 3 semaines, il y a un mec qui va se blesser pour la saison. Et si c'est un corner, on sera bien content d'en avoir un autre. Sauf si c'est Jalen Ramsey qui se pète. Ouais, ça reviendra au même, mais bon. Ça- Non, mais voilà, en tout cas, c'était pour donner un peu notre avis sur ce trade. Globalement, est-ce que tu es satisfait ou est-ce que tu trouves que ça aurait pu faire mieux? Écoute, sur le trade en lui-même, comme je te disais un petit peu, c'est bon. Ok, d'accord. On récupère des bons joueurs. On fait un gros trou dans le roster. Qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et la fin août? C'est un petit peu ça. Jonas Smith, c'est une demi-surprise. Ça faisait longtemps qu'on avait
les rumeurs. Il était sous la commande d'Arthur Smith à Tennessee. D'abord quand Smith était coach de tight end, ensuite head coach. Il l'avait suivi aussi à Atlanta quand Smith était head coach. C'est un petit peu la relation entre. On a tous un pote comme ça qui a une ex, il est plus avec, mais il se remet avec, et puis il s'aime toujours. C'est un petit peu la relation entre John Smith et Arthur Smith. Donc je sais que ça fonctionnera, il n'y a aucun doute. Dans le secondary, on verra bien. Il faudra rajouter quelqu'un. Tu parlais de Justin Simmons, c'est vrai que c'est un petit peu typiquement ce qu'aime bien Mac Tomlin, ce genre de profil qui avait été drafté très haut, qui n'a pas forcément fonctionné. Tomlin parle de pedigree quand c'est le cas, et je pense que voilà, c'est le genre de profil qu'il aime bien. On verra si ça se passe. En tout cas, si ça arrive, je vous invite à regarder la conf de presse de Tomlin. Le mot pedigree va ressortir, c'est 100% certain. Ça va être un jeu où tu bois un shot dès que tu entends le mot pedigree. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Bah, tu sais, avec Tomlin, il a quand même toutes ses catchphrases. Ouais. Même si parfois c'est pas vrai ce qu'il raconte, mais bon, c'est toujours sympa les confs de presse de Tomlin. Tu peux faire un petit bingo, tu sais. Ça fait, ouais, bah, c'est ce que. On espère en tout cas qu'il y aura une conf de presse pour vous avec une arrivée d'un safety pour compenser. Au final, là, si tu as un safety type Justin Simmons, le trade il est vraiment bon de votre côté. Et Ouais. si tu n'as pas de safety, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, globalement, 2 bons joueurs qui arrivent chez vous, un bon joueur qui s'en va. Et on va voir ce qui se passe d'ici la fin de la saison. Merci Romain. Ouais. Mais écoute, merci à toi. Et puis On se reparle dans quelques jours quand il y a un autre trade, j'imagine. exactement. Cette fois, on ne le rajoutera pas à l'épisode. Mais voilà, on vous laisse en tout cas avec le reste de la discussion qu'on a eue, traditionnelle, le bilan de 2024, les besoins avant la free agency, la draft, et ce qu'on voit pour la saison 2025. Romain, encore une fois, merci et bonne écoute à tous. Merci, bonne écoute à tous. Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mais c'est Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue la série des bilans d'intersaison et après avoir fait les Colts hier pour démarrer la semaine, on passe aujourd'hui à une autre franchise où on va beaucoup parler quarterback et on va parler des Steelers. Et pour ça, je suis d'abord accompagné par PA. Salut PA, comment tu vas ? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Bah, ça va très très bien, écoute. Ravi de parler de cette franchise qui a fini en positif une nouvelle fois, alors que moi je les avais annoncés en négatif. Donc un nouveau mea culpa dans un nouvel épisode. C'est ça. Ça devient une commun. récurrence. Ouais, c'est ça. T'as préparé ton petit template où tu changes juste le nom de l'équipe, le bilan et le score, je vois. C'est ça. Et pour ça, comme pour les Steelers, comme l'année dernière, on est accompagné par Romain de Steelers France. Salut Romain, comment tu vas ? Salut Alex, salut PA. Toujours un plaisir de parler avec vous. C'est partagé. Et en venant avec un bilan positif. C'est ça. Tous les ans. Tous les ans. Ça ne s'arrête pas. Est-ce que tu veux te présenter ce que tu fais côté Steelers pour les gens qui nous écoutent ? Oui, ça marche. Donc, je suis Steelers France sur Twitter depuis, je crois que ça fait 11 ou 12 ans maintenant. Et puis, la saison dernière, on a lancé un petit podcast aussi, La Distillerie, qui marche pas mal. On est une petite équipe aussi, on est 5 ou 6. En général, on va être 3 ou 4 sur un podcast. On n'a pas encore fait l'épisode après la draft, mais je vous invite à aller vérifier ça d'ici une semaine ou deux. On aura fait une petite update aussi avec un nouveau QB dont on va parler, je suis sûr, très bientôt. C'est fort probable. C'est fort probable qu'on en parle. Et vu que l'épisode sort une semaine après qu'on l'enregistre, peut-être que l'épisode en question dont tu parles sera sorti à ce moment-là. Qui sait ? Ouais. Peut-être, mais probablement pas. Mais on sait pas. En tout cas, le lien pour aller suivre Romain sur X avec Steelers France ou pour suivre la distillerie on met le lien Spotify, sera dans la description de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça si ça vous intéresse. Et surtout, distillerie, je pense qu'on est sur un des meilleurs noms de podcast de la commune. Là, j'ai pas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est fort. C'est très, très beau. J'espère que c'est venu comme ça, une inspiration comme ça. Exactement, voilà. C'est parfait. En tout cas, on ne peut mieux faire. Écoute, on va pouvoir parler du coup de l'intersaison des Steelers. On va parler de leur saison 2024, comment on les voyait, où on les voyait, la free agency, la draft, et on se projette sur la saison 2025. Lorsqu'on a fait le début de... Comment dire, au début de la saison dernière, on a fait un power ranking, on notait chaque franchise et où est-ce qu'on les voyait à la prochaine draft. Et pour les Steelers, on les avait mis 18e pick. Donc, c'est sensiblement ce qui s'est passé parce que vous avez eu le pick 21.
Vous avez fait 17 en bilan et vous avez été au playoff en perdant en wildcard round contre les Ravens. Avant de te donner la main, Romain, PA, de ton côté, comment est-ce que toi tu as vu cette saison des Steelers? Encore une fois en positif. Et c'est un peu et qui perd en playoff, c'est un peu la récurrence. Ouais, qui perd tôt en playoff. Mais non, j'ai trouvé l'équipe, enfin en tout cas, j'ai trouvé le coaching staff un peu ballsy cette année, puisqu'ils avaient récupéré 2 QB, Fields et Wilson, durant l'intersaison 2024. Fields a commencé la saison parce que Wilson était un petit peu blessé et ils étaient quand même sur un bilan de 4-2 avec des performances, bon, un peu pas très irrégulières de Justin Fields comme depuis le début de sa carrière malheureusement. Mais ça gagnait. Et on s'est dit, pourquoi changer de QB à partir du moment où, effectivement, l'attaque arrive malgré tout à avancer par la course, par la passe, et puis que l'équipe gagne, tout simplement. Et quand Wilson a été remis d'aplomb en semaine 7, Mike Tomlin et tout le coaching staff a remis Wilson sur le terrain et il ne l'a pas lâché, en fait. Donc, voilà, ballsy de ce côté-là. Après, il y a eu des victoires un peu inattendues et également des défaites un petit peu inattendues. C'est vrai que je ne sais pas si le bilan de 17 est un peu trompeur, mais ils finissent la saison sur 5 défaites si on compte les playoffs, quoi. Donc c'est un peu... je sais pas, le regard est un peu étrange sur la saison. C'est-à-dire qu'ils étaient à 10-3 et on s'est dit comment ils font pour être encore à 10-3. Et au final, ils finissent par 5 défaites et on se dit c'est pas forcément non plus représentatif de l'effectif, de l'état actuel du roster et de la saison au final. Donc c'est la visibilité de la saison est un petit peu difficile me concernant pour les Steelers. Toi, Romain, comment t'as vécu ça? C'est vrai que le 10-3, on se disait ils vont gagner la div à un moment, et après ça s'est un peu écroulé. À partir de 10-3, je crois quasiment toutes les semaines, on était à une victoire de sécuriser la victoire dans la division. Après, je vous rejoins un petit peu, c'est qu'effectivement, le bilan est difficile à comprendre parce qu'en soi, 17, ok, équipe solide, sans plus, mais équipe solide. Et effectivement, passer de 10-3 à 17, voilà, c'est quand même très différent. Et puis, en y réfléchissant un petit peu, même quelques jours après la fin de la saison, très franchement, les 4 défaites consécutives avant d'arriver en playoff, finalement, elles sont logiques. Et c'est contre des adversaires qui, honnêtement, étaient meilleurs que nous, y compris les Bengals qui ont raté les playoffs. Mais très franchement, quand on voit leurs 2 derniers tiers de la saison, ils ont commencé très doucement. Je pense qu'ils étaient meilleurs que nous. Voilà, tout simplement, leur équipe était meilleure que nous. Les autres défaites, c'est les Ravens, avant de les revoir en playoff. Les Eagles, on a vu jusqu'où ils sont allés, et puis les Chiefs aussi. Donc, quelque part, je trouve ces défaites complètement logiques si on ne se mentait pas trop à nous-mêmes à 10-3. On a eu notre chance, dans quasiment tous ces matchs, on a été en position de revenir au score en fin de match, on ne l'a pas fait. Et voilà, c'est un petit peu symptomatique de ces Steelers. Au niveau du coaching staff, alors oui, les changements de QB, d'accord, c'était une grosse décision. D'ailleurs, PA t'a dit que c'était une décision de Tomlin et du staff. Ce qui s'est un petit peu murmuré dans les coulisses de la Acrisure Stadium, c'était que c'était une décision purement de Mike Tomlin et qu'il n'y avait pas forcément le soutien du staff derrière. Et donc voilà, effectivement, il a posé sur la table et il a dit je vais mettre Russell Wilson. Ça a bien marché au départ, 6 victoires, 1 défaite sur les 7 premiers matchs de Russ. Puis après, voilà, on s'est effondré. Là où j'ai du mal à voir des vraies différences dans le coaching staff, finalement, c'est qu'on a un petit peu tout changé. Comme tu dis, on a changé toute la QB room. Il y avait Cal Allen en plus qui était en 3e QB, qui pareil, était sa première saison. On a changé de coordinateur offensif avec Arthur Smith qui est arrivé. Et malgré ça, on a retrouvé exactement la même équipe qu'on a vue depuis 3 ans, avec les mêmes problèmes, qui joue avec le frein à main, qui a les mêmes problèmes en défense, malgré l'arrivée de Patrick Quinn aussi en défense. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué à comprendre parce que pourquoi ça fait des années et des années depuis la retraite de Ben qu'on a les mêmes problèmes. On a changé 2 fois de coordinateur offensif, on a changé les QB quasiment toutes les saisons et on a la même équipe chaque semaine, ou chaque saison plutôt. Donc, c'est un petit peu ce qui est compliqué à comprendre pour nous et ce qui fait aussi que peut-être, malgré encore beaucoup de changements cette année, on demande à voir parce que voilà, on s'est fait avoir quelques saisons de suite en ayant un petit peu d'enthousiasme avant le début de la saison pour finalement se retrouver avec la même chose. Donc, ouais, un peu d'incompréhension et puis on se demande comment on peut changer tout ça et sortir de ce cercle vicieux un petit peu. On garde les mêmes coordinateurs et on rechange la QB room et ça changera tout. Bien sûr. On aura le temps Bien d'en sûr. parler, mais c'est vrai que là, j'ai regardé, tu as quand même 4 nouveaux QB dans l'effectif et aucun qui reste de la saison dernière.
On pose aussi une question en général à tout le monde, Romain, c'est est-ce qu'il y a un match qui représente la saison selon toi de la saison des Steelers? Est-ce que tu vois un match, que ce soit du coup au vu du calendrier qui aurait bien démarré et qui s'est fini n'importe comment? Est-ce que ce serait un match où c'est mieux que les attentes? Voilà, quel match serait le plus représentatif de la saison? C'est une bonne question et pour moi, il y a vraiment un match qui représente exactement ça. Et c'est le dernier match de saison régulière contre les Bengals. Donc, c'était en semaine 18 et on les avait joués au premier match, je crois, 5 semaines avant ça. Et ce qui s'est passé 5 semaines avant, donc en semaine 13, c'est que les Steelers ont lâché les chevaux. Ils ont attaqué très offensif. Je me souviens très bien le premier drive, alors que d'habitude, je pense que tous les matchs de la saison, on a commencé le premier play par une course de Najee Harris au milieu. Sauf le match contre les Bengals, le premier, où premier drive, 3 play action. On a tous été surpris, on a dit qu'est-ce qui se passe? Qui est cette attaque? Même les Bengals étaient assez surpris apparemment. Et les Steelers gagnent le premier match 44-38. Déjà dépasser la barre des 30, ça fait 3 saisons qu'on a du mal, mais alors la barre des 40, impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la même équipe. Et 5 semaines plus tard, on arrive en semaine 18. Toujours, encore une fois, une victoire et on n'aurait pas gagné la div, mais on aurait peut-être eu un match plus facile en playoff. En tout cas, plus abordable, ça aurait été face aux Texans là-bas. Et puis, on se remet dans cette attaque petit bras qui joue avec la peur, alors que McTominay, une de ses phrases préférées, c'est on ne vit pas dans nos peurs. Écoute, la fin de saison prouve l'inverse parce que on rejoue petit bras encore une fois. Comment dire? On oublie qu'on a réussi à gagner par l'attaque. C'est quelque chose qui, depuis des saisons, on fait, c'est qu'on essaye de gagner en encaissant moins de points que l'adversaire, plutôt qu'en marquant plus. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. Et on est reparti là-dessus, alors qu'on a eu quelque chose qui a bien marché quelques semaines plus tôt face au même adversaire. Et on repart sur la recette qui n'a pas marché vraiment depuis 3 ans et qui n'a pas marché encore sur les 3 matchs précédents entre ces 2 affrontements face aux Bengals. Et pour moi, c'est assez représentatif de cette tendance à jouer très petit bras, à mettre le frein à main et à se dire, bon, surtout, on ne fait pas d'erreur, on va essayer de forcer une erreur ou deux de l'adversaire et on cherche à limiter les erreurs plutôt qu'à vraiment être agressif et aller chercher la victoire. Et voilà, pour moi, ce match des Bengals, c'était vraiment ça, surtout quand tu le compares au match précédent face à la même équipe. C'est vrai que quand on pense aux Steelers, c'est des petites courses de Najee Harris pour 2 yards. C'est niveau attaque. Oui, oui. Ouais, mais les meilleures courses pour 2 yards que tu as vues, parce que la ligne offensive est catastrophique. Donc, tu as Najee qui break 3 tackles pour gagner 2 yards. Ouais, en vrai, il court 8 yards. Hein. Mais il te part de tellement loin que tu es un peu obligé de faire comme ça. Et tu disais, Romain, par moment, la nécessité était de prendre moins de points que l'adversaire. De prendre moins de points pour pouvoir gagner le match. À partir du moment où vous prenez plus de 20 points, j'ai l'impression que c'est quasi que des défaites. Dans la saison, il y a 2 exceptions, c'était le match contre les Commanders et le match contre les Bengals que tu as évoqué, le 44-38. Sinon, toutes les autres défaites, c'est plus de 20 points et vous avez du mal à approcher cette barre-là des 20 points. Il y a aussi une autre exception, c'est le dernier match contre les Bengals où vous perdez 19-17, mais hormis ça, sinon, c'est les premières victoires, c'est 18-10, 13-6, 20-10. Tu sens que il y a une vraie vision là-dessus, une vraie vision défensive, c'est on limite au maximum l'adversaire et puis on essaye d'avancer offensivement. Et si on n'avance pas, de toute façon, la défense, ça va réussir un turnover, soit un fumble proche de la end zone, soit une interception retournée pour un pick six ou ce que tu veux. Mais on a l'impression que ça surfe dessus depuis déjà de nombreuses années et j'ai du mal, moi, à percevoir en fait la construction d'un groupe ou d'une équipe en s'appuyant uniquement là-dessus. Je dis bien uniquement. Tu peux sur quelques saisons, mais vraiment à moyen terme, je trouve ça compliqué quand même. Complètement raison, parce que ce qui illustre vraiment ce focus sur la défense et le fait qu'on se repose entièrement sur eux, c'est que la saison dernière, on a la défense la plus chère de la ligue en termes de salaire. On a dépensé le plus d'argent dans une défense, tout ça pour prendre 299 yards à la course en playoff. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est vrai que. Et puis en plus, ça fait des matchs sympas à regarder. C'est 13-6 et des 19-13. On se régale. Le feu surtout en début de saison où tu vois, tu as envie de voir un petit peu de football. Et prendre 299 yards en playoff, c'est pas si grave si tu joues plusieurs matchs, quoi. Mais quand t'en joues qu'un seul, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, voilà. Oui. C'est vrai que si tu prends ça en l'espace de 3 quarts temps quasiment, en plus, c'était une soirée difficile. Mais oui, tu as raison. Et puis moi, le problème que j'ai avec le fait qu'on se repose autant sur la défense, c'est que même la meilleure défense du monde, un match ou 2 où elle va concéder des points.
tu vas avoir des splash plays, tu vas avoir des turnovers que l'attaque va faire, qui va mettre l'adversaire en très bonne position 2, 3, 4 fois dans la red zone. N'importe quelle défense va prendre 30 points, 35 points à un moment dans la saison. Et le fait qu'on se repose uniquement sur ça et sur le fait que la défense peut limiter l'adversaire à moins de 20 points, avec la fois ou deux où c'est pas le cas, quasiment zéro chance de gagner. Puis on a pu le voir dans une autre mesure avec les Titans cette année, qui avaient une super défense pour démarrer la saison, et une attaque qui au final les a foutus dedans, et à la fin la défense elle lâche, parce que t'as beau faire tous les efforts que tu veux, si tu fais des try and out à chaque fois et que tu es sur le terrain tout le long du match, tu peux défendre aussi bien que tu peux, à la fin t'es cuit. T'es cuit. Ça, c'est un facteur qui a vraiment affecté les Steelers. Tu regardes toutes les défaites, surtout en fin de saison. Tu regardes le temps de possession, on est à 20 minutes contre 40 pour l'adversaire. Et même avec la meilleure défense du monde, 40 minutes sur le terrain, c'est chaud. Surtout quand un de tes joueurs stars, c'est Cam Heyward qui a 36 ans. Le pauvre, on va le cramer. Voilà. On va faire sa dernière saison très vite parce que le mec, il va être cramé. Mais il y a le contre-exemple là, des Broncos quand ils ont gagné le Super Bowl en 2016 et tout le monde est en train de dire ouais mais si vous voyez c'est faisable et tout. Alors oui ça a été fait mais sur une seule saison, faut le rappeler quand même, avec le cadavre de il y a 9 ans, avec le cadavre de Peyton Manning, et il y a plein maintenant de contre-exemples. Tu prends l'exemple des Jets sur les 2-3 dernières années, cette année ils ont lâché parce que l'offense n'avançait plus du tout alors que c'est toujours la même bonne défense normalement, et cette année ils ont lâché parce qu'ils en avaient marre. Donc ça peut fonctionner sur une saison, mais là pour les Steelers ça fait quand même plusieurs saisons où ça lâche en plus en playoff quoi. Donc c'est un peu dommage. Maintenant il y a eu des investissements sur la ligne offensive l'année dernière et on peut parler de la free agency, mais il y a aussi d'autres investissements pour essayer de compenser ça. Eh bien allons parler de la free agency. Avant le début de la free agency au 10 mars, vous aviez 63 millions de cap disponibles, ce qui est pas si mal. Romain, de ton côté, quand tu vois avant l'intersaison, qu'est-ce que tu vois comme besoin pour cette équipe? Le plus gros besoin, et je pense que c'était assez évident même pendant la saison, c'était le poste de receveur, où il y avait George Pickens en tant que receveur numéro 1, qui avait été propulsé dans ce rôle sans, pour moi, avoir montré suffisamment pour montrer qu'il était légitime dans ce rôle-là. Et puis derrière, c'était un petit peu le désert. Il y avait un rookie qui avait été drafté qui s'appelle Roman Wilson, qui je crois a joué un snap toute la saison parce que le pauvre, il s'est blessé en pré-saison très tôt. Je crois que c'était le premier entraînement avec les Pads où il s'est blessé à la cheville. Il était disponible en fin de saison, mais Mike Tomlin, comme il aime bien le dire, c'est difficile de prendre un train qui est en route. Et donc voilà, Roman Wilson n'a pas été utilisé. Il y a eu le trade pour Mac Williams en fin de saison, juste à la deadline. Et finalement, il a joué quelques snaps de plus que moi dans la saison, Mike Williams. Hein, et on l'a quasiment pas utilisé. Voilà, ça a été un échec. La seule bonne chose, c'était Calvin Austin qui a fait une bonne saison. Lui aussi avait raté sa saison rookie. Il fait une saison solide, mais il fait une saison de troisième receveur, quoi. Donc il manquait ce gros trou de deuxième receveur qu'on espérait adresser. On en parlera sans doute plus tard. Et qui, ça n'a pas été le cas pendant toute la saison vraiment. Voilà, c'était le trou le plus évident. Après, les besoins suivants ont été un petit peu plus déterminés par les premiers joueurs qui n'ont pas été conservés. Je sais pas, ça ne fait pas une belle transition vers la free agency, mais il y a 3 postes qui sont un petit peu devenus des besoins à cause des départs. Le premier, c'est la ligne défensive, puisque Larry Ogunjobi n'a pas été gardé, il a même été coupé pour faire un petit peu de cap space, qui était titulaire. Ogunjobi, ça fait 2-3 saisons qu'il est notre titulaire sur la gauche de la ligne défensive. Donc ça montrait déjà qu'on avait des plans pour la draft, à mon sens. Tu as aussi le running back, parce que Najee Harris est parti chez les Chargers. Donc si tout se passe comme d'habitude avec les bons joueurs qu'on lâche, Najee Harris va faire une saison historique la saison prochaine. Je pense qu'il va éclater les 2 milliards. Et puis, on en reparlera aussi, mais en tant que receveur, Pickens a été tradé aux Cowboys. Et donc, le poste de receveur était encore plus important. Et puis, évidemment, on en parlait rapidement, les QB, hein, quand tu perds toute ta room, Russell Wilson n'est pas prolongé, je crois qu'il est aux Giants maintenant. Justin Fields, apparemment, les Steelers ont essayé de le prolonger, mais il a préféré aller aux Jets. Et puis, Kyle Allen, qui est parti aussi. Je ne sais pas s'il a retrouvé une franchise. Mais effectivement, quand tu as 0 QB sur ton roster après quelques jours de free agency, effectivement, tu as besoin de quelqu'un. Il faut que quelqu'un soit là. Kyle Allen, il a signé aux Lions, pour ton info. Aux Lions, d'accord. Il sera troisième QB, je pense aussi. Ouais, je pense. En tout cas, sur la free agency, on va dire les 4 recrues qui ont pris le plus d'argent en termes de sous.
par année. Donc on a Aaron Rodgers qui est arrivé quarterback, Darius Slay corner, Malik Harrison linebacker et Mason Rudolph quarterback. On a aussi l'arrivée de DK Metcalf en trade qui lui a récupéré encore plus d'argent que tout le monde puisqu'il est payé environ 33 millions par an avec pas mal d'argent garanti. PA, je te laisse commencer. Qu'est-ce que t'aimes de cette free agency? Moi, j'ai bien aimé Darius Slay. Parce qu'il y avait un besoin, je pense, sur le poste de corner. Il y a un bon cornerback, malgré tout, avec Joey Porter Jr., qui, depuis la sa draft, alors c'est un peu irrégulier, mais il a des beaux flashs. Et voilà, pour un corner 2, ça tient très très bien la route. Alors oui, Darius Slay, c'est sur 1 an, et en plus, il est un peu vieillissant, mais il va apporter vraiment son expérience là-dedans. Et c'est toujours bien dans une escouade, surtout défensive, où ça manquait peut-être un petit peu d'XP, justement, même s'il y a Minkah Fitzpatrick en safety. Mais voilà, je trouve c'est pas mal. Faudra pas trop lui en demander, parce que je trouvais qu'il a un peu souffert quand même cette saison avec les Eagles, par moment. Mais ça apporte malgré tout du talent dès la week 1. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça marche entre Joey Porter et Darius Slay. Finalement, Joey Porter a eu un peu même la même trajectoire que George Pickens, où il a été propulsé numéro 1 à son poste, sans forcément avoir montré qu'il pouvait être assez bon semaine après semaine. Et là, on arrive avec un vrai vétéran qui a beaucoup d'expérience, qui a eu beaucoup de succès aussi. Est-ce que Joey Porter va être d'accord finalement de redevenir numéro 2? Il a beaucoup suivi le receveur 1 adverse la saison dernière. À voir quelle sera sa réaction. J'espère qu'il aura une bonne réaction, qu'il va se dire je peux encore apprendre, même si c'est ma 3e saison dans la ligue, je peux encore apprendre d'un mec qui a beaucoup plus d'expérience. Mais c'est vrai que par rapport aux saisons dernières, on a eu beaucoup de mal sur le deuxième poste de corner. C'est une très bonne chose d'arriver à choper Darius Slay pour supporter un peu Joey Porter. Qu'est-ce que tu as d'autre, toi, Romain, qui t'a plu? Alors, moi, c'est plutôt des prolongations, et une en particulier qui me fait plaisir, c'est DeSean Elliott, qui est arrivé un petit peu sans trop faire de bruit la saison dernière. Et je crois que dès la 3e, 4e semaine de la saison dernière, je tweetais quasiment toutes les semaines. Voilà, c'est le MVP des Steelers pour l'instant. Il a fait une très très bonne saison, un poste de strong safety où les Steelers ont beaucoup galéré à trouver un peu de continuité. Et il avait un contrat d'1 an aussi chez nous, DeSean Elliott, et il a prolongé pour 2 ans, je crois. Donc très très content qu'il revienne. Et puis il y a 2 autres retours aussi qui m'intéressent. Ce sont les retours de blessures. J'ai parlé rapidement de Roman Wilson. A priori, sauf malchance, il devrait pouvoir contribuer cette saison. Et puis il y a aussi notre choix de premier tour la saison dernière, Troy Fautanu, qui va a priori revenir. Pareil que Wilson, il s'était blessé très très tôt, et donc notre choix de premier tour, on l'avait pas utilisé. Donc il va revenir pour prendre la droite de la ligne offensive, ce qui va aussi permettre à Broderick Jones d'aller sur la gauche, qui est apparemment son côté un peu plus naturel, et que malheureusement on lui a pas beaucoup rendu service en le trimballant un peu à droite à gauche depuis sa draft. Donc a priori, on va être un petit peu mieux sur la ligne offensive. Il y a aussi 2 signatures qui n'ont pas fait beaucoup de bruit au poste de garde, qui vont aussi amener un peu de profondeur, parce qu'encore une fois, derrière les titulaires, on était un petit peu en difficulté. On a eu pas mal de blessures la saison dernière. Donc voilà. Et puis on prendra l'expérience aussi de Zach Frazier dans sa 2e année, de McCormick aussi dans sa 2e année. Voilà. Et puis il y a 2 autres noms. Non, il y a 3 autres noms qui sont un petit peu intéressants. Pareil, on a peu parlé. Il y a Kenneth Gainwell qui arrive, qui a priori sera RB3 au mieux s'il arrive à prendre une place dans le roster. Mais c'est un profil de receveur avec des très bonnes mains qui peut être très intéressant sur 3e down, que les Steelers n'ont pas eu depuis assez longtemps. Je crois qu'on a un petit peu essayé d'utiliser Cordarrelle Patterson dans ce rôle la saison dernière, sans beaucoup de succès. D'ailleurs, petite anecdote, je suis allé au match de playoff contre les Ravens la saison dernière. J'étais très tôt pour l'échauffement. Cordarrelle Patterson, son échauffement a consisté à faire des passes aux mecs dans le public. Il s'est échauffé. Il s'est amusé avec le public, mais c'est tout. Donc, peut-être que ça en dit long sur son manque de réussite la saison dernière. 2 autres noms, pas forcément très ronflants. Celui que j'appelle Bobby Bois, Robert Woods, pareil, qui est arrivé pour amener un petit peu d'expérience. C'est un petit peu le copier-coller de Van Jefferson la saison dernière, avec quand même un CV bien plus solide, mais qui va apporter aussi un petit peu d'expérience et de présence dans les vestiaires. J'ai pas forcément d'attente énorme, mais je pense qu'on a un vétéran sérieux qui peut aussi aider en termes d'atmosphère et de sérieux dans le vestiaire, et ça peut être important. Et puis il y a Juan Thornhill aussi qui est arrivé des Browns, qui sera notre 3e safety.
en sachant que les Steelers aiment bien utiliser des packages à 3 safety. C'était Demonte Casey qui prenait ce rôle la saison dernière, finalement, qui agit presque comme un slot corner. Et Thornhill, qui a pas mal d'expérience aussi, qui est encore relativement jeune, va pouvoir prendre ce poste. Et je pense qu'on verra encore beaucoup de packages à 3 safety plutôt qu'un slot corner où on a Benny Bishop qui a fait une bonne saison comme undrafted free agent la saison dernière, mais je pense que l'upside reste assez limité. Assez complet. C'est vrai que vous avez, pour revenir sur la ligne, vous avez une ligne qui est vraiment ultra jeune. Hein. C'est Oui, c'est ça. entre Jones qui est 2023 et Frazier, McCormick et Fotanu qui sont 2024. C'est bien, c'est jeune. Faut que ça fonctionne maintenant. C'est bien. Ouais, effectivement, c'est bien. On va être content de voir Fautanu aussi. A priori, écoute, si tout se passe bien pour ces 4 mecs-là qui ont été draftés relativement haut, je pense que le mec drafté le plus bas, ça va être McCormick, qui a dû être au 4e tour, si je dis pas de bêtises, la saison dernière. On pourrait éventuellement avoir un peu de longévité avec ces mecs-là, ce qui serait pas mal. On sait que dans la période où on a eu pas mal de succès avec Ben, il y avait une ligne offensive qui n'a pas bougé pendant très longtemps. Donc, on espère pouvoir retrouver une génération un petit peu comme ça. Effectivement, comme tu le dis, on a une ligne offensive qui est jeune avec des gros investissements de la draft. Et donc, on espère que ça va fonctionner pour longtemps. Ouais, avec l'âge de la ligne au cumulé qui est l'équivalent de votre quarterback. Donc, oui, c'est pas toi, faux. t'en as pensé quoi quand tu as vu arriver Aaron Rodgers? Alors, bon, évidemment, c'était pas une surprise parce qu'on en parlait depuis des semaines et des semaines. Ça a été aussi assez clair que les Steelers n'avaient pas de plan B. Ça, c'est un petit peu ce qui est récurrent depuis quelques années, l'arrivée d'Omar Khan comme GM. Les Steelers ont l'air d'avoir un plan A assez clair, assez facile à lire, mais le plan B, je crois qu'il n'existe pas. Et avec Rodgers, c'était un petit peu ça. Il y avait finalement un accord de principe, apparemment, mais entre l'accord de principe et la signature de Rodgers, il y a eu quoi, 4, 5, 6 semaines peut-être. Personnellement, je suis pas fan du mec. Le joueur, effectivement, est un joueur extraordinaire, multiple MVP, une bague, etc. Mais là où j'avais un petit peu de mal à comprendre, c'est qu'en termes de leadership, c'est pas du tout le style de Tomlin. Alors, on sait qu'il y a toujours un petit peu cette relation entre Rodgers et Tomlin qui, dès qu'on jouait les Packers ou les Jets, ils se faisaient des petits clins d'œil sur la sideline. Donc, il y a quelque chose qu'on ne comprend peut-être pas. Mais c'est vrai que cette tendance qu'a Aaron Rodgers à rejeter un peu la faute sur ses coéquipiers directement en conférence de presse après le match, c'est vraiment pas quelque chose que Tomlin aime bien. Tomlin est vraiment l'inverse. Il va jamais balancer un joueur en conférence de presse en disant lui il a pas fait son job, lui il a pas fait son job. Il va dire je suis head coach, c'est ma responsabilité si on a perdu, quoi qu'il arrive. Et Rodgers c'est un petit peu l'inverse et j'ai un peu de mal à réconcilier ces deux styles de leadership. Mais manifestement, Tomlin voulait Rodgers et personne d'autre. Il y avait quelques autres options sur le marché, y compris par trade avec Kirk Cousins, par exemple. Écoute, je demande à voir. Je suis pas fan du mec. Effectivement, le joueur a beaucoup de talent. Il a 41 ans, donc qu'est-ce qui lui reste? Mais j'attends de voir. J'espère que tout ce que j'ai dit de méchant et de négatif jusqu'à maintenant, je me tromperai et voilà, je regretterai un petit peu. Mais bon, je demande à voir. Et puis, comme on le dit, hein, c'est la 2e saison de suite qu'on change toute la QB room. J'étais très content qu'on ait Russell Wilson la saison dernière et ça n'a pas fonctionné, donc on est prudent. Je me souviens que quand je t'avais envoyé une relance pour l'épisode, je t'avais dit je te permets une petite relance. Si tu viens faire l'épisode avec nous, je te garantis que Rodgers signe pas chez vous. Bah, écoute, bonne fin de week-end, les amis. Ouais, non, mais c'est vrai que j'étais pas forcément fan. Peut-être que j'étais un petit peu trop méchant avec lui. Après, bon, ça fait partie du jeu un petit peu sur Twitter pour qu'on s'amuse, mais C'est ça. bon, on verra. Je ne demande qu'à avoir tort et qu'on fasse une bonne saison. Et qui sait, un jour peut-être gagner un match de playoff. Qui sait? Sur la partie un peu plus négative de la free agency, ou en tout cas tout ce qui ne concerne pas la draft, puisque je pense qu'on va pouvoir parler de George Pickens qui a été tradé, et c'était après la draft, c'était pas réellement pendant la période de free agency. Mais quand tu vois ça, tu nous parlais qu'il avait été propulsé en numéro 1, il n'était pas si mauvais, il coûtait pas grand-chose, il était jeune. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, surpris et pas surpris, parce qu'il y avait des rumeurs que ça pouvait être le cas déjà avant la trade deadline la saison dernière, encore plus après la fin de la saison. Il y a toujours eu des problèmes entre guillemets de comportement de George Pickens, même si je ne trouvais pas ça très très grave. Hein. Le fait qu'un joueur soit très déçu après une défaite, par exemple,
limite, je trouve ça très bien, tant mieux, le mec est impliqué. Il y avait des questions sur son implication dans le jeu de course. On a vu que des fois, il se battait pas trop pour mettre un bloc pour ses coéquipiers. Mais bon, ça reste un joueur très, très talentueux qui effectivement était propulsé dans ce rôle de receveur numéro 1. Ce qui veut donc dire que le staff des Steelers avait beaucoup confiance en lui. Là où j'ai plus de mal à comprendre, c'est qu'on va chercher DK Metcalf. Comme j'en parlais tout à l'heure, on avait un gros besoin en poste de receveur en tant que numéro 2. On va chercher DK Metcalf. On a presque un numéro 1A et 1B. Super parfait. Tout ça pour trader George Pickens quelques jours plus tard et te retrouver dans la même situation, sauf que effectivement, tu as un receveur numéro 1 qui est plus expérimenté, qui te coûte aussi 5 à 10 fois plus cher, et tu as toujours ce gros trou. Tu as toujours ce gros trou béant pour le poste de numéro 2. Est-ce qu'on est vraiment devenu meilleur au poste de receveur avec en gros ce swap de Metcalf pour Pickens? Oui, mais très peu. Je pense pas que ça change l'équipe. Bah, je trouve que ce qui est vrai que quand tu récupères DK Metcalf, tu te dis ah oui, tu récupères un 1 et tu as ton 1 bis qui est toujours là, et l'impact de son arrivée est aussi lié au fait que tu es Pickens. Et limite, tu vois, si ça avait été tu trades DK Metcalf pour un deuxième enfin, tu trades DK Metcalf pour un deuxième et George Pickens, le trade il aurait été vu différemment. Et Ouais. un peu bizarre, je trouve, de se séparer de lui. Après, s'il force, il force. PA, toi, t'en penses quoi? J'aime bien Metcalf. Maintenant, je trouve que son contrat est quand même extrêmement élevé. Je veux dire, la différence entre un Justin Jefferson et un Metcalf, pour moi, c'est pas de l'ordre de 8 millions. On est quand même, voilà, il y a quand même une galaxie entre les deux. Metcalf, je trouve son arbre de tracé aussi restreint que celui de Pickens, en fait. Donc, tu remplaces un Pickens par un Pickens 2.0, un petit peu meilleur parce que plus d'expérience. Maintenant, Metcalf a aussi un petit peu plus d'historique de blessure. Ça, c'est un premier point qui m'embête. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des moments où il sort complètement de son match. Alors, pour le coup, ça ne va pas leur changer de Pickens, mais sauf que Metcalf, lui, il apporte aussi des pénalités à son équipe, ce qui est un peu plus emmerdant. Quand derrière, tu vas avoir un Rodgers et un Tomlin qui vont pas du tout kiffer ce genre de comportement, je sais pas trop comment ça peut se goupiller en fait sur toute la saison. C'est un petit peu mon interrogation, quoi. Mais après, le joueur en lui-même, moi j'aime beaucoup, donc ça va forcément être une plus-value. Et en plus, Romain l'a évoqué, mais tu apportes en plus un receveur vraiment d'expérience avec Robert Woods, qui a été champion de la NFL, il me semble, avec les Rams au moment où il y était. Donc voilà, t'as ton 2 bis avec Woods, donc tu as une petite soupape de sécurité que tu n'avais pas forcément l'année dernière. Donc c'est l'association Metcalf-Woods qui me fait dire qu'au moins la receiver room a été considérée, quand bien même Pickens a été tradé. Ouais. Et je ne suis pas ultra convaincu non plus, mais après, non, mais c'est pour ça que j'ai dit 2 bis. Voilà, ça va jouer avec Roman Wilson ou peut-être un autre, mais Calvin Austin, ouais. Ouais. Mais écoute, j'espère que ce sera la 5e option. Hein. Derrière Metcalf, Austin, Wilson, Freiermuth, le tight end. Voilà. J'aime bien Robert Woods, mais je compte pas les Titans dedans, mais c'est pour ça que je l'appelle soupape de sécurité, un peu comme quand on a fait celui des Titans avec l'ancien des Seahawks, avec Lockett. Voilà, c'est vraiment la soupape de sécurité. Le mec, tu sais qu'il va être fiable là-dessus. Ce qui était un petit peu moins Pickens, je trouvais. En tout cas, il avait des matchs où il passait vraiment à travers. Au-delà de son comportement, il y avait des drops quand même qui étaient assez vilains. On en avait parlé sur un rewind d'une semaine, mais il y avait une stat à chaque fois, la NFL, ou le diffuseur en tout cas, le mettait à chaque écran. Pickens a été ciblé 6 fois pour 0 catch, 7 fois pour 0 catch. Ah, il a capté, mais pour 3 yards. La stat, elle était infernale, et je me demande si c'était pas sur le match de playoff, je crois. Donc le match peut-être le plus important de la saison, mais c'était horrible. Et bon, il y avait du ciblage de la part du diffuseur, clairement, mais il avait cette faculté malheureusement à disparaître sur les matchs un petit peu importants et à passer un petit peu au travers. Donc je pense qu'avec Metcalf, il y aura moins cette impression-là d'irrégularité que tu pouvais avoir avec Pickens. On va voir ce que Pickens ça aurait donné en tant que receveur 2. Hein. Il va être derrière CeeDee Lamb. Donc, ça va aussi être une occasion de voir si c'était une bonne chose à faire. Vous avez récupéré un 3e tour, il me semble. Ouais, oui, c'est ça. Ce qui va être intéressant pour Pickens à Dallas, c'est de voir comment il l'utilise, parce que je pense qu'il a été très sous-utilisé à Pittsburgh. Péat en parlait tout à l'heure, le road tree de
de Pickens était peut-être aussi limité parce qu'on ne lui donnait pas vraiment Ça, c'est l'opportunité de possible. faire autre chose. Hein. Les quelques fois où on l'a mis sur une slant route, il a fait des gros gains. Et c'est un schéma qu'on n'utilise quasiment jamais. Et finalement, les trois quarts des passes pour Pickens, j'abuse peut-être un peu dans les chiffres, c'était troisième down, on envoie une saucisse sur la sideline et puis débrouille-toi. Et Oui. c'est vrai qu'il a beaucoup de succès sur ces passes-là, mais tu ne peux pas te reposer là-dessus, c'est impossible. Regarde le coaching staff que tu as, hein. Enfin, en tout cas, l'offensive coordinateur. Oui, oui. Hein. C'est Arthur Smith, il a eu Jay Brown, il a eu Treylon Burks, non, je crois qu'il était déjà parti, mais c'est des profils de joueurs qu'il aime bien. Donc, en plus, Metcalf, Brown, c'est clairement la même filiation, parce qu'ils viennent de la même université, ils sont taillés de la même manière. Donc, voilà, je pense que Metcalf va peut-être mieux s'intégrer dans ce que veut mettre en place Arthur Smith. Mais ça, je te rejoins par contre, je pense qu'il a clairement pas été aidé par son coaching offensif, notre ami Pickens, vu les deux derniers Il avait aussi eu Drake London et Kyle Pitts. Hein. générationnels. Il le savait. Par contre, il ne le savait pas. Il ne les utilisait pas. Je me rappelle cette saison-là de Smith aux Falcons. Je crois que dans mon équipe fantasy, j'avais Kyle Pitts et Bijan Robinson. J'étais très content en début de saison et puis finalement, bon, c'est pas super bien passé. On apprend et on fait différemment. Est-ce que toi, il y a des choses sur des signatures qui ont été mauvaises selon toi, des départs qui ont été au détriment de l'équipe? Tout à l'heure, Romain nous parlait d'Ogunjobi. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs où lui voilà. J'avais Ogunjobi, et pour parler d'un autre joueur, j'aimais bien aussi ce qu'apportait London Roberts. Alors oui, c'est un joueur de complément, un joueur de rotation, mais alors, il a quand même joué 43% des snaps l'année dernière. Et c'est un bon joueur sur le run-stop. Pour l'avoir eu en plus chez les Patriots, je sais qu'il était très bon dans ce domaine-là. Ici, chez les Raiders, qui est aussi un besoin pour cette équipe. Et je ne sais pas si son départ a été compensé chez les Steelers, mais en tout cas, ouais, sur le run-stop, c'était un bon joueur, un bon intérieur linebacker. Et bon, un peu dommage parce que je pense que pour le tarif, voilà, tu as moyen de le garder. Tu sais que c'est un mec sérieux, un mec besogneux, un mec qui fera pas de vagues. Et il en faut toujours dans des vestiaires. Comme l'a dit Romain, la défense, c'était la plus chère de toute la NFL en termes de salaire. Ce type de joueur que tu peux payer 3 millions et tu sais que tu peux t'appuyer dessus sur la moitié des snaps défensifs. Bah, c'est là-dessus que tu arrives à te constituer en fait une équipe solide, une équipe qui peut t'emmener loin en playoff. Donc c'est un peu dommage. C'est un très bon nom à rappeler, London Roberts. Moi, j'étais un très, très grand fan de lui. Il y a des matchs où clairement, c'est notre meilleur linebacker. Et je me rappelle, je crois, d'une course, je crois que c'est Derrick Henry. Et London Roberts, je pense qu'il fait moins d'1m80, mais ça a été un mur. Il a stoppé Derrick Henry comme un mur. Voilà, j'adorais ce joueur. Je pense on l'a un petit peu trop vite oublié. Il a débuté la saison en tant que titulaire à côté de Patrick Quinn. Et puis, il y avait notre rookie Peyton Wilson qui a très vite pris de plus en plus de snaps. J'aime beaucoup Peyton Wilson. C'est un des linebackers peut-être les plus rapides de la ligue. Il va très vite, que ce soit de façon latérale ou verticale, il va très, très vite. Mais ça reste quelqu'un qui a un peu plus de mal à sortir des blocs contre la course. Et on l'a vu quelque part, plus on avançait dans la saison, moins Roberts jouait et plus on se faisait manger à la course. Et donc, c'est un très bon nom à rappeler. Il y a deux potentiels remplaçants pour lui. On va venir sur la draft plus tard, mais il y a Carson Brunner qui est arrivé, je crois que c'est au 7e tour, donc pas trop d'attente. Mais il y a aussi le potentiel retour de Cole Holcomb qui devrait revenir et apporter une option. Ça faisait 1 an et demi qu'il était blessé, le pauvre. Mais effectivement, il a accepté de restructurer son contrat pour rester et pouvoir montrer qu'il a encore le niveau pour jouer dans cette ligue. C'est quand même un joueur plutôt bon, comme qui a aussi pas mal d'expérience. Donc, s'il pouvait revenir à un niveau convenable, je pense qu'il prendra la place de troisième linebacker. Autre chose à rajouter sur cette free agency, messieurs? Non, je sais pas, en UDFA, Romain, est-ce que tu as un joueur qui brille un petit peu là pendant les OTA? Alors, j'ai oublié son nom. Il y a un tight end qui commence à faire un petit peu de bruit. Merde, comment ça? Attendez, je recherche. Il s'appelle JJ quelque chose, je crois. JJ Galbraith. Oui, c'est ce monsieur. C'est ce monsieur. Voilà, on commence à en parler. Après, est-ce que ça va juste être comme on appelle ça, un camp darling où voilà, il fait un très bon camp et puis finalement, il n'y a pas grand-chose derrière. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse en poste de tight end. On sait que Arthur Smith aime bien utiliser au moins trois tight ends assez régulièrement. Donc, on a Darnell Washington aussi qui a fait une saison intéressante la saison dernière. Plus Pat Freiermuth qui est solide.
peut-être qu'un troisième tight end serait intéressant. Donc, c'est le seul nom pour l'instant. On verra au training camp. Je pense qu'il y a plus de noms qui ont tendance à ressortir quand c'est un peu plus que quelques jours. Mais voilà. Un nom à garder en tête, c'est ce tight end dont tu vas nous redonner le nom parce que je l'ai encore oublié. JJ Galbraith. C'est ça. C'est déjà un nom qu'on apprécie, Alex et moi. Ah putain, ouais. Galbraith, magnifique. Galbraith. Putain, et en plus, moi, les JJ, DJ et compagnie, ça, c'est vraiment. Ça peut être ma cam aussi. Soit c'est non très compliqué, TJ. soit c'est ouais, c'est TJ, JJ, ouais, c'est top. C'est top. Bah, écoute, partons à la draft où vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pics. En tout cas, vous aviez fait 7 pics. Parce que vous en aviez C'est ça. tradé un, notamment pour DK Metcalf, le deuxième. Metcalf, ouais. Alors, avec le premier tour, au pick 21, vous avez récupéré Derrick Harmon, defensive tackle d'Oregon. Au troisième tour, Caleb Johnson, le running back d'Iowa. Quatrième tour, le frère de Tom, Jack Sawyer, edge d'Ohio State. Cinquième tour, pick 164, Yaya Black, defensive tackle. Sixième tour, pick 185, Will Howard, quarterback d'Ohio State. Au septième tour, tu as parlé de Carson Brunner, linebacker de Washington. Et 3 picks plus tard, Dante Kent, cornerback de Central Michigan, qui visiblement va plutôt jouer en équipe spéciale de ce que j'en ai vu. J'ai l'impression que c'est un bon retourneur. PA, toi, tu as noté la draft avec avec Alexandre en tant que tier A, donc les bons élèves. Pourquoi est-ce que tu les as mis si haut ? Parce que moi, j'inclus toujours les trades. Et de rajouter un receveur de niveau de Metcalf avec le tour numéro 2, et ben, je le considère en fait dans ma notation. Derrick Harmon, c'était un besoin aussi sur le poste de defensive tackle. Comme l'a dit Romain, ils avaient perdu leur D-tackle gauche, Ogunjobi. Donc ça vient remplacer numériquement. Il est encore un tout petit peu brut, mais je pense qu'il peut quand même faire des stats dès cette saison en NFL. Et moi, j'ai énormément valorisé Will Howard au 6e tour. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Rodgers non plus. Moi, je suis dans le train de Will Howard, donc forcément, je vais l'avoir peut-être plus haut que certains. Mais quand je voyais la concurrence avec Mason Rudolph, je lui voyais prendre la place en milieu de saison. Donc, bon, ça va être un petit peu plus compliqué cette saison avec Rodgers. Après, il va apprendre. Et je pense sincèrement que ça peut être un très, très bon joueur en NFL que tu prends au 6e tour. C'est tout bénef, tu risques pas grand-chose et tu peux avoir une grosse récompense. Donc, ouais, j'ai pas mal valorisé cet élément. Caleb Johnson, parce que ça remplace aussi numériquement Najee Harris, c'est à peu près le même profil. Et Jack Sawyer, je me dis que le joueur tombe dans la bonne franchise, un petit peu de la même manière que Will Howard, en fait. Donc, tout ça a été valorisé de notre côté. Et pourquoi, du coup, pas le tier S ? Parce que manque d'attaque. Quand tu es une équipe qui, effectivement, prend en moyenne, je sais pas, peut-être 20 points ou un petit peu plus, mais qu'offensivement, tu vois que ça patine, tes deux seuls choix, c'est running back et quarterback. Alors, le running back va être titulaire, le quarterback, non. C'est un peu compliqué quand même. Alors, ça a été considéré l'année dernière avec la O-line, mais au moins un petit receveur. Oui, tu as dit avec la logique, tu as inclus DK Metcalf. J'ai inclus DK Metcalf, mais il manquait pour moi un autre receveur. On va être d'accord là-dessus. Romain, toi, qu'est-ce que tu penses de cette draft ? A priori, plutôt bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 gros thèmes, je trouve, et Mike Tomlin s'en est pas caché d'ailleurs. Le premier thème, effectivement, c'est de remplir ses besoins tout de suite, même si les Steelers font toujours semblant que c'est pas quelque chose qu'ils font et qu'ils sont best player available, blablabla. Se ment pas, ça fait des années qu'on draft par le besoin. Derrick Harmon, on s'attendait un petit peu, il faisait partie des 3 noms qui revenaient souvent. Je pense qu'on s'est très vite dirigé vers ce poste. On l'a compris 3-4 semaines avant la draft qu'on allait dans cette direction. Il y avait la question d'un QB éventuel. Si Jackson Dart, par exemple, était tombé jusqu'à nous, je ne sais pas si on ne l'aurait pas pris. Il est tombé après, pour le coup, Jackson Dart. Il est tombé après ? Donc voilà, des fois, je dis des conneries aussi, ça arrive. Bref. Mais voilà, on s'est dirigé vers ce poste-là. C'est assez logique. Il y a un pro. C'est un joueur qui répond aux critères que Mike Tomlin aime bien. Donc, je suis content. Running back, pareil. C'est un poste dont on avait besoin. Même Jack Sawyer, qui était un petit peu une surprise parce qu'il n'y a pas forcément un gros besoin au poste d'outside linebacker. Mais quand on réfléchit bien, et c'est ce qui va nous amener au deuxième thème de cette draft, Nick Herbig, qui est notre troisième pass rusher, on l'aime bien. Tout le monde l'adore à Pittsburgh. C'est vraiment un mec qui était un petit peu, comment dire, un underdog et puis qui fait de très bonnes saisons, qui a des tendances à faire des gros splash plays. Mais ça reste un bon pass rusher qui a beaucoup de mal contre la course parce que de toute façon, il n'a pas le physique typique d'un
d'un outside linebacker de toute façon. Il est un peu plus petit. Il a eu du mal contre la course et peut-être qu'un Jack Sawyer a plus un profil capable de contenir son edge sur les jeux de course. Donc finalement, j'ai eu du mal à comprendre ce pic dans l'instant. Et puis voilà, 24 heures plus tard, je me suis dit, c'est pas mal. Et justement, c'est ce pic de Jack Sawyer aussi qui montre que Mike Tobin avait vraiment une idée en tête, c'était amener de la physicalité. On s'est fait dominer beaucoup dans cet aspect-là en gros sur les lignes offensives et défensives. Tobin avait en tête quelque chose d'important. On veut être plus physique, on veut de la physicalité. On lui a demandé en conférence de presse quand est-ce que vous avez choisi ou identifié ce besoin d'être plus physique. Et il a dit environ 2 secondes après le match contre les Ravens. Parce qu'effectivement, on a parlé des 299 yards à la course. Ça fait du mal. Et donc, tu regardes Derek Harmon. Caleb Johnson aussi, pareil, qui est peut-être un runner un peu plus puissant qu'un Najee Harris. Au 4e tour, je ne sais pas si Alex, tu veux retrouver les dimensions physiques de Derek Harmon et Yaya Black, mais grosso modo, ils font 2,5 m et 150 kg. C'est des beaux bébés et ça va faire un petit peu de bien à cette ligne. Ouais. C'est vraiment les thèmes. Je ne sais pas si vous voulez parler de Will Howard. Moi, j'ai un petit peu de mal à voir où est-ce qu'il va avoir sa chance. Donc, il va se retrouver maintenant effectivement derrière Aaron Rodgers, Mason Rudolph qui est revenu, qui va prendre ce deuxième poste, Skylar Thompson qui était le 3e avant l'arrivée de Will Howard. Je pense qu'il malheureusement ira au mieux sur la practice squad, mais c'est tout. À quel moment est-ce que Will Howard aura sa chance? Il faudrait, pour moi, en gros, Aaron Rodgers se blesse, Mason Rudolph soit se blesse, soit fasse 6 matchs catastrophiques, parce que même s'il en fait 3-4, il restera. Et puis, ce qu'ont fait les Steelers, c'est une théorie qui revient souvent, et je pense que c'est vrai, c'est que cette intersaison a permis aux Steelers d'avoir beaucoup plus de choix de draft la saison prochaine, que ce soit entre les trades qui ont été faits et surtout les free agents qui sont partis. Et donc, les Steelers vont recevoir des choix compensatoires. Les Steelers ont accumulé les choix, surtout au 3e tour. Je crois qu'on a 3 ou 4 choix de 3e tour. Et la théorie, c'est que tout ça, c'est pour faire un bon package, pour monter au 1er tour de la saison prochaine de la draft et d'aller chercher le QB. Ça tient la route, mais si tu penses trouver ton franchise QB la saison prochaine, même si c'est au 6e tour, que c'est pas un gros investissement, Will Howard, quand est-ce qu'il a sa chance? Et je pense que peut-être les Steelers le voient comme un QB2 pour toute sa carrière, ce qui est pas une mauvaise chose. C'est très bien d'avoir un QB2 solide. Il y a des QB qui ont fait des très belles carrières en tant que premier remplaçant. Mais c'est la seule façon de laquelle j'explique cette draft de Will Howard. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de volonté de lui donner sa chance comme numéro 1, mais on le voit peut-être comme un numéro 2 solide. C'est déjà bien. C'est déjà bien, un numéro 2 qui peut jouer quelques matchs par-ci par-là, dépanner, pas foutre l'équipe dans la merde, et c'est déjà un bon petit rôle. Mais c'est vrai que, je sais plus si c'était toi, PA, qui l'avait très très haut sur ton board de quarterback. Ouais, moi j'aime beaucoup. Voilà. Et du coup, je trouvais au 6e tour, en plus derrière Mason Rudolph. Après, Rodgers, c'est que pour une saison. Et j'espère pour vous, supporters des Steelers, que ta théorie de vouloir monter la prochaine draft est fausse, parce qu'il va y avoir un paquet d'équipes qui vont vouloir monter. Mais quand je dis un paquet, c'est facile 5, 6, 7. Donc ça va valoir très, très, très cher. Là où cette année, ça valait pas grand-chose, même si Jacksonville nous a démontré le contraire. Mais il y avait plus de possibilités de monter cette année. L'année prochaine, il va y avoir bataille. Entre les Rams qui ont accumulé aussi des pics, c'est... Ouais. Le poste de QB, pour moi, c'est un poste tellement à part que si tu penses avoir un franchise QB qui va être ton titulaire pendant 10-15 ans et qui est capable d'aller jusqu'au bout, je m'en fous de combien on le paye. Je m'en fous de ce que ça coûte en termes de draft pick. Il y en a pas tous les ans, des franchise QB. J'avais regardé un petit peu pour la distillerie, justement, quels QB, même draftés au 1er tour depuis 10 ans, sont vraiment devenus des très bons joueurs capables de gagner des matchs en playoff. Et le pourcentage est très faible. Il y a cette idée souvent chez les fans de NFL que si tu fais un QB, tu vas au 1er tour, tu prends un QB, t'es bien. C'est très rare, ça reste très rare. Effectivement, tu as plus de chances au 1er tour qu'au 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Mais ça reste très faible. Et donc, pour moi, il ne faut pas aller chercher un QB pour aller chercher un QB.
Monsieur Kenny Pickett, merci. Voilà, il faut avoir la conviction que ce mec soit capable d'être le leader de la franchise pendant 10 ans. Et si c'est le cas, j'abuse un peu, mais lâche tous tes pics de draft sur une saison, tu les lâches pour aller chercher le QB, ça me dérange pas. Ce sera plus rapide à faire cette partie-là en plus de la draft. On pourra dire au premier tour, ils ont pris tel joueur. Qu'est-ce que t'en as pensé? Et voilà. Et on repart après au 5e tour. Et avec les pics compensatoires du. Ouais. Autre chose à rajouter sur cette draft? Non, pas forcément. C'est vrai que j'aime bien Yaya Black, notre 4e choix. Je pense qu'il a aussi une versatilité qui est assez intéressante. Alors, il y a eu des questions comme quoi il pourrait prendre le poste de nose tackle, ou en tout cas être le backup à ce poste-là, ce qui permettrait au nose tackle actuel, Keanu Benton, de partir sur un poste peut-être plus de defensive end. Pour l'instant, c'est une idée qui est rejetée par le staff des Steelers. Yaya Black a été annoncé comme defensive end. Et Keanu Benton reste le nose tackle titulaire. Il paraît qu'il a pris un peu de masse encore pendant l'intersaison, mais je pense que c'est pas à exclure qu'on soit un peu plus flexible, d'autant que notre nose tackle backup, Montrevis Adams, a été coupé aussi. Donc je pense que le staff ment un petit peu gentiment, comme c'est normal de le faire autour de ces périodes-là, et que Yaya Black pourrait prendre des snaps dans un poste de nose tackle. Là, dans ce que je vois, ouais, 2e dans la depth chart, c'est pas mal. Hein, c'est déjà bien pour Ouais. un 5e tour. Est-ce que tu as sa taille et son poids? Parce que je crois qu'il est encore plus grand et plus physique que Derek Harmon. C'est quelque chose. Hein. Il est à 6'6". Alors, faut que je vois ce que ça donne 6'6", mais c'est assez un beau bébé. Et 336 pounds. Alors, 300. Alors, ça fait 1m98 et 152 kg. Ouais, parce que j'ai tapé 336 pounds, ça me dit 392,35 €. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse. Ouais, j'espère que son contrat est un peu plus élevé que ça, quand même, le pauvre. Mais ouais, 1m98, 150 kg. Ouais, personnellement, je n'ai pas envie de le bloquer. Tu le laisses passer, quoi. Ah oui, je lui donne mon portefeuille au passage. Ouais. Avec 350 pounds, il va peut-être en avoir besoin. Ouais. Ça va pas aller loin. Bon, en tout cas, ça fait une bonne partie de du coup la draft tier 1. On rappelle encore une fois. Je vous rappelle que vous pouvez voter en commentaire sur Spotify notamment. On a mis un sondage donc pour évaluer l'intersaison des Steelers. Vous avez 6 propositions qui va de parfait jusqu'à pitoyable. Donc vous avez tout un petit truc. Vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de cette intersaison. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? PA d'abord, qu'est-ce que toi tu as pensé de cette intersaison? Est-ce que tu trouves que les besoins ont été comblés? Est-ce que tu trouves que ça démarre avec une meilleure équipe que la saison dernière? Une meilleure équipe, oui, probablement. La défense va encore tenir une nouvelle saison sur TJ Watt. On voit de toute façon, quand il est blessé, la défense a quand même un petit step down. Et quand on est sur le terrain, la défense automatiquement step up. Et vraiment, lui, c'est vraiment, pour moi, c'est le baromètre de cette défense. Il faut le re-signer encore, parce qu'il est en situation contractuelle. C'est un point important. Il lui reste encore une saison. Il me semble qu'il a été absent là justement des minicamps parce qu'il n'a pas re-signé de contrat. C'est un peu le leitmotiv de cette division, j'ai l'impression. On rappelle les Bengals par exemple. Mais c'est bien ce qu'ils ont fait offensivement. Vous connaissez mon désamour pour Aaron Rodgers. J'attendrai de voir, encore une fois. Parce que Romain a dit c'est un très bon QB. Il a remporté un Super Bowl. Peut-être que la conjugaison était peut-être pas idéale. Peut-être qu'il faut maintenant le mettre au passé, de mon point de vue. Donc voilà. Pour les Steelers, j'espère me tromper. Mais bon, j'avais été un peu raillé l'année dernière quand j'avais dit qu'ils ne performeraient pas avec les Jets. Ça a été une des techs qui s'est avérée être bonne. Donc voilà, je mets assez peu d'espoir dessus en fait. C'est ça qui fait que pour moi l'intersaison, encore une fois, ils partent sur ce poste de quarterback avec beaucoup trop d'interrogations pour une équipe qui vise une nouvelle fois les playoffs et puis pour eux passer un tour de playoffs parce que ça fait depuis, si je ne dis pas de bêtises, 2017. Peut-être même 2016, que 2017 c'était la défaite contre les Jacksonville Jaguars. Non, 2017 c'est défaite en finale de conf. Et du coup c'est 2018 contre les Jags. Pourquoi on a besoin de reparler de la défaite contre les Jags? Franchement, est-ce vraiment nécessaire? Blake Bortles est aux oubliettes.
C'était parce qu'après, ils se sont écroulés après ce match-là, donc après cette saison-là. Donc oui, ça fait quand même beaucoup de saisons. Je suis pas trop dans le train de Mike Tomlin à dire vous avez vu encore une saison en positif. Si c'est pour se faire sortir dès le premier tour, je suis pas ultra fan en fait. Donc je sais pas. Romain va peut-être pouvoir mieux le dire que nous, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a une petite lassitude du côté des fans des Steelers. Alors après, l'intersaison a montré qu'il avait peut-être encore la main dessus. Peut-être qu'il s'est sauvé aussi quelques saisons, l'ami Tomlin, et que de toute façon, c'est pas du tout dans l'ADN des Steelers et du front office de mettre un terme au contrat des head coach. Mais je sais pas, voilà. Poste de QB qui moi m'interroge toujours et McTomlin qui m'interroge encore toujours malheureusement. Ouais, je vais te rejoindre sur le poste de QB. De toute façon, je l'ai déjà dit, donc c'est pas la peine de me répéter. Mais effectivement, j'attends de voir, ce que celui que j'appelle Ayahuasca Karen peut nous proposer. Après, je pense qu'il y a une vraie question qui se pose et qui normalement ne se pose jamais à Pittsburgh parce que peu importe les circonstances, à Pittsburgh, on veut gagner tous les matchs et c'est comme ça, c'est dans l'ADN de la franchise. Mais il y a une vraie question. Si effectivement le but c'est d'aller chercher un franchise QB la saison prochaine à la draft, disons qu'on commence à 1-5 par exemple, j'ai pas le calendrier sous les yeux, mais ouais. Bon. Imaginons qu'on commence à 1-5, Aaron Rodgers ne donne pas satisfaction, peut-être que son leadership n'est pas apprécié dans les vestiaires. On aurait la meilleure raison de tanker qu'on a eu depuis très très longtemps quelque part. Est-ce que on irait jusqu'à là? Alors, quoi qu'il arrive, McTominay vous dira non. Mais est-ce que finalement, ça serait pas la seule occasion qu'on a eu depuis longtemps de le faire? Et effectivement, comme tu le dis, aller chercher un QB, ça risque d'être très très cher. Alors monter de quelques places en fin de premier tour, c'est un peu moins cher qu'en tout début de premier tour. Et donc, si on commence, je dis ça au hasard, avec le 10e, 12e pick plutôt que le 21e, bah, nos choix de troisième peuvent quand même peser un peu plus cher dans la balance et aller chercher un pick dans le top 5. Donc, pour moi, c'est une vraie crainte, c'est qu'on puisse tanker, crainte dans le sens où à quel moment dans la saison on va abandonner. Et puis, effectivement, quand ton équipe tank et que c'est assez clair après 6 matchs, tu passes pas forcément une bonne saison. J'ai pas été dans cette situation où je regardais les matchs en espérant que mon équipe perde. Je sais que certains collègues dans d'autres franchises ont eu cette situation-là. Mais ouais, ça va être intéressant et puis on verra ce qui se passe. C'est très très difficile à prédire cette année. C'était assez difficile à lire même la stratégie des Steelers pendant assez longtemps parce que finalement il y avait des joueurs qui arrivaient, des joueurs qui partaient, qui n'étaient pas remplacés. Depuis la signature de Rodgers, depuis la draft, c'est peut-être un petit peu plus clair, mais on a peu de certitude. On continue dans cette tendance à propulser des joueurs comme titulaires indiscutables sans vraiment qu'ils aient gagné cette place. Il y a de grosses chances qu'on se retrouve encore à faire la même chose que les 4-5 dernières saisons avec le même bilan, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes tendances négatives en attaque et en défense. Donc voilà, c'est un peu notre base. Comme tu le dis, on est un peu fatigué en tant que fan des Steelers. On sait tous qu'en début de saison, notre pronostic, c'est toujours pareil. On arrive en playoff, on fait 9-8 ou 17 et on se fait taper au premier tour des playoffs par Chiefs, Bills ou Ravens. La question de tout à l'heure, Alex, c'était est-ce qu'on est meilleur cette saison que la saison dernière? Pour moi, c'est très difficile à dire. Peut-être, on est 2% meilleur. Mais ce qui m'inquiète, et c'est quelque chose dont Tomlin parle beaucoup autour de la draft et de la free agency, c'est le reste de la division. Est-ce qu'on est meilleur pour être meilleur face aux adversaires de la division? Pas qu'on s'en fout, mais les autres matchs en dehors de la division, on se prépare pas, on construit pas le roster pour ces matchs-là. Pour les matchs dans la division, c'est là où Tomlin vraiment se focus. C'est aussi pour ça qu'il voulait amener plus de physicalité. Et je pense que les Ravens se sont peut-être encore plus renforcés que nous. Et ce qui fait que le gap entre les Ravens et les Steelers risque d'être encore un peu plus grand que la saison dernière. Et du coup, je pense que ça sera encore plus difficile d'aller chercher un titre de division. Je pense que les Bengals ne feront pas une saison aussi mauvaise, en tout cas un début de saison aussi mauvais que la saison dernière. Donc, je ne suis pas certain qu'on soit mieux placé pour remporter la division qu'on l'était la saison dernière. Je pense que sur cette intersaison, j'aurais mis une meilleure note si vous aviez gardé Pickens. Vraiment, et à la limite, si vous ne l'aviez pas gardé, que vous en soyez séparés plus tôt et que vous ayez eu une opportunité de le remplacer. Là, je trouve vraiment c'est cette gestion qui est un peu bizarre. Surtout quand tu fais venir un Aaron Rodgers, si tu restes avec Will Howard à la limite, tu te dis bon, Pickens, tu sens que tu ne vas pas pouvoir le nourrir.
Donc tu le trades, tu prends une valeur avant qu'il te demande un contrat, que ce soit compliqué, qu'il se barre en free agency. Ok, tu le trades à ce moment-là. Et là, tu prends Rodgers, tu te dis, moi, quand je vois Rodgers qui arrive, je me dis, bah ok, c'est un move où tu le prends parce que tu penses que tu peux gagner cette année. Parce que si tu veux pas gagner, ça sert à rien de prendre un mec comme Rodgers. Et donc tu trades ton option 2. Je trouve ça étonnant. On en a parlé. Il y a eu un manque de recrues niveau receveur, mais c'est vrai que quand tu perds en plus l'autre receveur que tu avais, je trouve ça vraiment difficile. Et là, au final, tu vas te retrouver avec un duo de running back qui va devoir récupérer la balle beaucoup, et ça risque de courir beaucoup, je pense. Ça va être play action à gogo, à mon avis. Hein. Dans le playbook d'Arthur Smith, de toute façon, je crois qu'il y a 90 pages de play action et 2 pages de passe, quoi. De passe normales, mais bon. Ça c'est dans l'annexe. C'est dans l'annexe parce que dans le principal, c'est que du run. Hein. Et des trick plays pour Cordarel. Donc, ouais, c'est ça, son chouchou. Après, ça, ce que tu dis, ça rejoint un peu ce que je disais en termes de on propulse des joueurs dans des rôles sans vraiment aucune certitude. Troy Fautanu, c'est un cas. Certes, on le draft au premier tour la saison dernière, donc c'est qu'on croit beaucoup en lui, mais il a joué un match et un carton, je crois, la saison dernière. On ne sait pas s'il est suffisamment bon, et sinon, on n'a personne derrière. On n'a pas d'autre option crédible. Poste de receveur, c'est pareil. On parlait Calvin Austin, apparemment, est vraiment officiellement le numéro 2, selon le coaching staff. Que j'aime beaucoup, mais pour moi, c'est un 3 atypique. Et donc, on se repose sur Roman Wilson, qui a joué un snap la saison dernière, pour prendre ce rôle. Et c'est ça où voilà, j'ai un peu de mal. Et pour moi, c'est très typique de la période Omar Khan en tant que GM et un petit peu différent de ce qu'on avait avant avec Kevin Colbert. Eh bien, allons, tu parlais du planning que tu l'avais pas sous les yeux, et ben le voici. Vous commencez, alors il y a 3 matchs de pré-saison. Jacksonville, Tampa Bay, Carolina. Donc vous allez pouvoir PA va se réveiller pour regarder Tampa Bay, pour regarder son chouchou Will Howard, je pense. Bien sûr. Et ensuite, sur la saison régulière, c'est donc une bye week en semaine 5. Jets, Seattle, New England et déplacement en Irlande pour aller affronter Minnesota. On passe ensuite après la bye week et c'est du coup les Browns, les Bengals, les Packers, les Colts, les Chargers, les Bengals, les Bears, les Bills, les Ravens, Dolphins, Lions, Browns, Ravens. J'ai pas l'impression que vous croisez avec les divisions les plus difficiles. C'est AFC Est et NFC. Il y a quand même NFC Nord. Donc c'est pas non plus le plus simple. AFC Est et NFC Nord. AFC Est, ça passe. PA et moi, je pense qu'on serait assez d'accord pour dire ça en tant que. Ouais, il va dire que les Pats vont faire une saison à 12-5, mais bon, c'est une autre question, ça. PA, toi, quand tu vois le petit calendrier, là, déjà, il y a le petit match en Irlande, on peut peut-être commencer par ça. Premier match de l'histoire de la NFL en Irlande contre Minneapolis, qui, il me semble, fait à la fois un match en Irlande et à la fois un match à Londres, donc ça va être peut-être compliqué pour eux le déplacement. Les Steelers, j'ai compris que c'était un peu franchise historiquement avec une partie d'Irlande dans l'ownership. Déjà, toi, Romain, tu vois un match en Irlande, est-ce que les billets sont pris? Est-ce que les billets sont pris dans un petit peu une panique cette semaine parce que Ticketmaster est toujours très bien organisé et ça marche toujours très bien leur plateforme. Ouais. Mais non, j'ai eu des places, c'est bon. Les places sont prises, les avions, les vols sont pris. Et puis j'avais un petit peu anticipé, j'ai pris un hôtel il y a 4-5 semaines au cas où. Donc voilà, ça marche pas mal. Ouais, non, très, très content effectivement de revoir enfin les Steelers en Europe. Je crois que la dernière fois c'était à Londres. Je crois que ça devait être 2013 ou 2014, donc ça faisait longtemps. C'était déjà contre les Vikings. Je me souviens très bien de ce match aussi parce que j'y étais et Adrian Peterson nous avait fait une Derrick Henry. Voilà. Et puis les Steelers avaient perdu comme les Steelers en traînant tout le match, en revenant et on a eu une dernière chance d'égaliser ou de prendre le devant dans les dernières secondes et en finissant par un turnover du classique des Steelers. Mais très content et puis surtout pour ceux qui nous écoutent et que ça intéresse ou qui vont aller à ce match, on s'est un petit peu depuis quelques semaines préparé avec les collègues de Steelers UK, de Steelers Germany, tout ça. Donc, les collègues de tous les pays. Il y a même un mec qui va venir d'Australie, Steelers Australia qui va venir. Et on organise donc le jour du match, le dimanche, on a un bar qui va nous réserver un étage complet pour nous. Donc, à partir de 11h le matin, ensuite, ceux qui n'ont pas de billets peuvent rester pour le match. Et puis, on se retrouvera dans ce même bar après pour les matchs pour Red Zone et les matchs de deuxième partie de soirée aussi. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, que vous ayez des billets ou non, venez nous rejoindre. Regardez sur Twitter, j'ai mis les détails.
Et puis le samedi soir, je vais voir en fonction du nombre de personnes qu'on a. Je vais peut-être faire un petit truc un peu plus cosy entre nous, entre Français. Et on pourra se retrouver le samedi soir et puis avec tout le reste du monde le dimanche. J'ai vu pas mal de matchs à Londres et je pense que souvent l'équipe à domicile ne se sentait pas vraiment à domicile. Et là, on s'est un peu tous mis d'accord sur Twitter pour se dire, c'est un match à domicile, il faut que ça le reste. Il faut qu'il y ait du black and gold partout et très peu de violet. C'est ça. Donc, on a mis à l'image le petit flyer que tu as C'est mis cool. sur Twitter, donc Vikings Steelers dans le Camden. C'est ça. Un des plus grands écrans géants d'Europe, apparemment, selon les mecs de là-bas. Donc, on va pas vérifier. Ok. Entrée gratuite, pas de réservation. Donc, si vous y êtes et que vous avez envie de venir, vous pouvez. Exactement. Tout le monde peut venir, tout le monde peut rentrer. Pas de souci. C'est bien. En plus, on voit des petits, des petits logos différents. Mm. C'est marrant. Chacun a fait son idée et ça rend C'est quelque ça. chose de cool. Et puis Red Zone Ça. juste après le match des Steelers. Donc en vrai, pas forcément que des fans C'est ça. des Steelers. Tu peux avoir n'importe qui Ah oui, vient. bien sûr. Bien sûr. Tant Oui, bien que- sûr. C'est pour tout le monde. J'espère qu'on aura quand même beaucoup de black and gold, mais voilà. De toute façon, on va pouvoir décorer un petit peu le bar avant. Ils nous laissent rentrer avant pour mettre les drapeaux, etc. Donc, ça Tout ce qui devrait est- être sympa. Ça devrait être une vraie ambiance de vrais fans de la NFL. Donc, je suis limite encore plus impatient de ça que le match en lui-même. De toute manière, tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas violet rentrera dans le bar en fait. Ouais, le violet, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'aime pas ça. Ouais. D'ailleurs, je viens de réagir. Ma petite fille qui a 1 an a une couleur préférée en ce moment et c'est le violet. Il va falloir que je règle ça. Je vais enlever tout ce qui est violet de la maison. Tous ces jouets violets, on va les mettre à la poubelle. Et Faut son pas qu'elle animal prenne de mauvaises préféré, c'est un habitudes comme corbeau. ça. Non, quand même. Attends, C'est un tigre. aussi. C'est un tigre du Bengale. Oui, elle aime bien les tigres. Aïe, 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 aïe. Ouais, l'éducation à refaire. Hein. Première année, c'est un échec en termes d'éducation. Ouais. Et elle va te dire, ok, d'accord, pas le violet, mais maintenant j'adore le marron. Oh là là là. Non, on va pas s'entendre. Attends, Dans le pire des cas, ça- si vraiment elle continue, on en fera un autre. La déception et l'autre et le suivant ensuite. PA, toi, quand tu regardes le calendrier, toi, je sais que tu aimes bien faire des petits calculs tout le temps. J'imagine Bien que sûr. tu as déjà une idée du bilan que tu vois pour les Steelers. Forcément à l'équilibre, au moins. Avec un petit match nul, tu vois. Un bon Mike Tomlin, 8-8-1. Mais non, comme l'a dit Romain, ça a l'air un petit peu plus abordable. On en avait parlé l'année dernière. On savait de toute façon que le début de saison des Steelers était plus abordable l'année dernière et que la fin était quand même extrêmement compliquée. Donc s'il y avait des wins à prendre, il fallait que ce soit en début de saison. C'est ce qu'ils ont fait. Donc finalement, ça nous a pas tant surpris que ça parce qu'on l'avait un petit peu anticipé. Là, cette saison, je trouve que c'est un peu mieux dilué. Je trouve la bye week un peu trop tôt, mais ça, il en faut toujours. Hein. Enfin, la bye week, elle va de la semaine 5 à la semaine 14 ou 15, donc il faut forcément des équipes à chaque semaine. Ton début de calendrier est quand même relativement abordable. Les 4 premières la semaines, semaine 3, ouais. surtout la semaine 3, effectivement. Et la semaine 15, parce que tu arrives en fin de saison, était plutôt pas mal. Mais oui, je trouve ça abordable parce qu'il y a toujours la question du quarterback à New York, à Seattle. Les Patriots, ils sont renforcés, mais à voir s'ils arrivent à être dans ce type de match, en fait, contre des équipes contender playoff. À voir. J'ai toujours ce doute-là, moi, de mon côté, bien sûr. Minnesota, parce que ça va être avec des très gros guillemets, mais à domicile. Donc finalement, tes 4 premiers matchs. Et un QB où tu n'as pas de certitude non plus. Hein. C'est JJ Exactement. McCarthy qui n'a pas joué un snap en NFL, qui va arriver en Irlande. Lui, c'est Ça, pareil. Hein. Il aura fait 3 semaines et derrière, il va aller en Irlande avec du décalage horaire. Mm. Je suis pas sûr que tu es la meilleure option pour les Vikings. T'as un vrai shot si tu commences bien la saison à être à être en 4-0 à la bye week et potentiellement t'as les Browns. Après, ça se corse un petit peu malgré tout, tu vois, Bengals, mais c'est toujours la même chose. C'est des matchs de division. Les matchs de division, les Steelers, ils aiment bien, quoi. L'année dernière, ils font encore 3-3 et encore, ils ont une défaite un peu surprise contre les Browns. La saison encore d'avant, ils avaient fait 6-0 dans la division ou 5-1 parce qu'ils avaient lâché le dernier match contre les Ravens. Donc, ils sont toujours bien. Dans la division, ils sont toujours bien. Donc, tu peux dire, ah ouais, les Bengals, les Ravens, ouais, mais en fait, c'est la même chose de leur côté. En fait, ils n'aiment pas taper les Steelers, ils n'aiment pas les rencontrer. Donc, c'est plus ou moins en 50-50 ou 51-49 si tu veux être un peu underdog. Donc, après, le reste du calendrier, il est faisable quand même, hein, très sincèrement. Donc, 17
Un 17 encore. Moi, c'est ce que j'avais en tête aussi. Parce que c'est vrai que les matchs que tu vas perdre, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur le fait que en tout cas, quand tu regardes le calendrier aujourd'hui, hein, Détroit, Baltimore, Buffalo, il y a qui d'autre Cincinnati, t'en perdras probablement un des deux. Et Chargers, après, ça peut être compliqué. Mais après, le reste, tu rencontres quand même des équipes qui sont, voilà, comme tu l'as dit, PA, hein, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais qui ont des incertitudes, que ce soit les 4 premières équipes, que ce soit Indianapolis, Cleveland que tu réaffrontes encore comme chaque année de manière, mais tu les affrontes 2 fois, Miami que tu affrontes, Chicago, on verra ce que ça donne, mais il y a comment dire, tu as moyen de faire quelque chose. Après, les Steelers aussi, il y a des incertitudes, donc forcément, c'est pas non plus le plus simple, mais tu as un calendrier qui, sur le papier, quand tu vois les équipes que tu croises, tu te dis ça peut être compliqué. Quand tu regardes un peu plus en profondeur, ça peut le faire. Moi, ouais, 9-8, 17, une classique. Mais après, si la saison tourne mal, tu peux facile être en 6-11 et ce serait pas choquant non plus. Romain, toi, je sais pas où est-ce que tu mets le curseur. C'est un calendrier qui ressemble pas mal à celui de la saison dernière, un petit peu moins extrême, avec des premiers matchs assez abordables, avec des matchs de division qui arrivent relativement tard. Alors, on a 2 un peu plus tôt que la saison dernière, mais voilà, vous regardez la fin de saison, les 5 dernières semaines, on a 3 matchs de division, dont les 2 dernières matchs de division de suite. Ça fait, franchement, c'est un peu chiant. Je vous le dis, c'est un peu chiant d'arriver en fin de saison à avoir les matchs les plus importants en fin de saison parce qu'on sait que dans la NFL, en fin de saison, c'est un petit peu la loterie de qui a le plus de blessés. Et donc, tu sais pas trop ce qui peut se passer. Donc voilà, ça m'embête un peu. La fin de saison, et je trouvais difficile. Détroit, c'est au-dessus. T'enchaînes Buffalo, Baltimore. Miami, qui est pas forcément une équipe incroyable, mais avec des forces qui peut-être vont pas mal nous embêter. On sait qu'on a un secondary qui est pas le plus rapide du monde. Pour suivre Tyreek Hill, je sais pas comment on va s'en sortir. Donc, je pense qu'on finit la saison avec des matchs difficiles. Chicago, c'est pareil. Est-ce que ça va faire un step-up depuis la saison dernière? C'est pas impossible. Maintenant qu'ils ont l'air d'avoir enfin trouvé un QB potable. Je suis peut-être plus inquiet que ce que vous venez de nous dire. On verra. De toute façon, c'est un petit peu toujours pareil. Je vais vous dire un 9-8 parce que c'est ce qu'on fait toutes les saisons quasiment. Mais je pense que, comme tu disais, Alex, ça peut très vite aller en 6-11. Ça peut aller très vite. De toute façon, si on ne gagne pas 3 des 4 premiers matchs, je pense qu'on se fera très vite une idée du niveau de cette équipe-là. Ouais. Je trouve malgré tout que le plancher est très haut chez les Steelers. C'est un peu le plafond de verre que vous avez du mal à casser, mais le plancher est relativement haut. Après, je te rejoins. Bills, Ravens, Dolphins, c'est pas tant vouloir taper sur eux, mais l'avantage que vous avez, c'est que vous allez les rencontrer à domicile. Parce qu'aller scoltiner Miami mi-décembre, quand toi, tu es habitué à jouer sous 3 degrés et tu vas à Miami, il fait 30 degrés, ouais, c'est un peu plus compliqué. Donc là, à domicile, c'est. Pour plus, les Dolphins, ils n'aiment pas trop jouer dans le froid, pour le coup, eux. Donc peut-être un peu plus abordable. Après, effectivement, 2 déplacements aux Lions et à Cleveland. Ouais. La fin de calendrier est effectivement assez relevée quand même, ouais, je suis d'accord. Et puis je viens de me rappeler d'une chose, j'ai dit que la dernière fois que les Steelers avaient joué en Europe, c'était déjà contre les Vikings 2014 ou 2013, je sais plus, 2014 je crois. Et c'était déjà, je crois, je dis peut-être une bêtise, je me trompe peut-être d'une semaine, ça devait être déjà en semaine 4. Et avec la défaite contre les Vikings, les Steelers étaient tombés à 0-4. Donc j'espère que l'histoire ne se répétera pas. Je crois qu'on a fait 0-4 et puis après on a quand même fini à 8-8. Ouais. Avec 3 défaites, avec 3 victoires à la fin de la saison. Et une défaite contre Miami en semaine 14 à domicile. C'est incroyable. Ah, la roue de la NFL est incroyable. Si je dis pas de bêtises, ce match contre les Dolphins, je me trompe peut-être d'année, les Steelers ont cru gagner sur la dernière action avec pas mal de latérales. Et en fait, Antonio Brown avait mis 2 orteils sur la ligne et c'était pas passé. Je crois que c'était un match sous la neige. Ouais. J'espère que si le scénario est le même mais qu'on gagne à la fin, ça me va très bien. Ça me va aussi. Hein. Moi, toute défaite cette année, je route pour autant de défaites possibles et qu'on fasse un changement complet partout à Miami. Donc, je suis prêt à supporter les Steelers sur le match contre les Dolphins presque. Tu as une très bonne mémoire parce que je regarde justement le play-by-play et c'est ça.
Ouais, C'est une cette passe année-là. pour Emmanuel Sanders pour 7 yards, latéral pour Antonio Brown pour 55 yards, Ouais, jusqu'aux ouais. 12 yards de Miami. Ouais, sideline gauche et Mm. il va au bout, mais il a quelques orteils sur la ligne. Ça aurait été magnifique. Mais bon. Yes. Quelque chose à rajouter, messieurs, sur cet épisode? Pas pour moi, sauf de la pub. Mais Venez vas-y. voir le Bien sûr. podcast, la distillerie, et puis pour ceux qui seront en Irlande, dites-le moi, on s'organisera quelque chose, et puis ça serait bien d'échanger quelques bières avec vous. Si jamais on a des amis irlandais qui nous écoutent. Oui, allez, on va écouter et on va au Camden du coup, C'est ça. le 28. PA, quelque chose à rajouter de ton côté? Non, bah encore une fois, une division très relevée. Comme l'a dit Romain, on peut espérer que les Bengals ne feront pas une saison comme ils ont fait les 2 dernières années. Donc, encore une fois, l'AFC Nord va être intéressante à regarder, un peu dur au mal, très physique. C'est l'ADN de l'AFC Nord, mais oui, encore une fois, l'une des meilleures divisions de la NFL. C'est ça. Et bien Romain, merci d'avoir fait cet épisode avec nous. C'était très cool de t'avoir une fois de Merci à plus. vous. Merci On d'avoir rappelle invité, c'est toujours cool. Avec plaisir. On rappelle qu'on peut te suivre du coup @Steelers France sur X et le podcast La Distillerie. Les deux liens sont en description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour suivre ça. Le match contre les Vikings en semaine 4 à Dublin avec un petit événement organisé par tes compères également allemands, anglais et australiens. Donc ça va être un bon moment pour tous ceux qui veulent se déplacer jusqu'à Dublin. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et l'ambiance dans les bars anglais, en général, / irlandais, c'est toujours cool. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à suivre la NFL. Donc, quand je vivais à Ouais. Londres. Donc, ouais, ça, je vois très bien l'ambiance et je pense que ça va être très, très cool. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour avec Romain et toutes les équipes. Dernière anecdote sur l'Irlande. Dernière fois que les Steelers jouaient et que j'étais en Irlande, c'était une victoire des Steelers contre les Bills. Et c'est un match sous la neige encore où Le'Veon Bell, je crois, fait autour de 220 yards. Donc, Caleb Johnson, si tu nous écoutes, voilà le niveau atteint. Il a fait 220 yards en courant en moyenne à 3 km/h. En Ouais, attendant que les brèches s'ouvrent c'est ça. et après, vitesse de pointe à 12 km/h et personne ne le rattrape. Ouais, c'est Le'Veon Bell. C'est fascinant. Franchement, sa manière de jouer, elle était. Des fois, ça manque. Hein, quand tu vois les mecs qui foncent dans le tas pour rien et Ouais, qui sont pas patients, un mec comme Bell, c'est vrai que c'était assez rare. c'était cool. Romain, PA, merci encore une fois. On va se retrouver demain pour parler des Jets. Donc, on continue l'arc Aaron Rodgers et cette fois-ci, on va parler des Jets. Donc, ce sera demain. Et après, pour finir la semaine, on aura les Seahawks et les Saints. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait sur Spotify. On voit qu'on a plus de gens qui nous écoutent que de gens qui sont abonnés. Donc mettez le petit je m'abonne, ça nous fera plaisir et ça nous donne de la force. Pareil pour YouTube. Si vous nous suivez sur YouTube, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, ça nous fait plaisir et dites-nous ce que vous avez pensé de l'intersaison des Steelers. En plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou bonne soirée et vive le football.